les œuvres d'art, œuvres humaines, mortelles, passent de toute évidence d'autant plus rapidement qu'elles s'opposent avec plus d'acharnement à ce caractère. Certes, leur permanence ne peut pas être séparée de leur concept de forme, ce n'est pas leur essence. Les œuvres qui osent s'exposer et qui en apparence courent au-devant de leur déclin ont généralement de meilleures chances de survie que celles qui, idolâtres de leur sécurité, mettent en réserve leur noyau temporel et intérieurement creuses, deviennent comme par vengeance la proie du temps. C'est la malédiction du classicisme. La spéculation qui consiste à prolonger leur durée par addition d'un élément de fragilité n'offre pratiquement aucun secours. Sont concevables et peut-être aujourd'hui exigées des œuvres qui, par leur noyau temporel, se consument elles-mêmes, sacrifient leur vie à l'instant d'apparition de la vérité et disparaissent sans laisser de traces, sans en être pour autant diminuées. La noblesse d'un tel comportement ne serait pas indigne de l'art maintenant que sa dignité s'est pervertie en attitude et en idéologie. L'idée de durée des œuvres est copiée sur le modèle de la propriété bourgeoise et éphémère. Elle fut étrangère à de nombreuses époques et aux grandes productions. En terminant la Passionata, Beethoven aurait dit que cette sonate serait encore jouée 10 ans après. La conception de Stockhausen, d'après laquelle des œuvres électroniques non transcrites au sens traditionnel sont aussitôt réalisées dans leurs matériaux et sont susceptibles de disparaître avec lui, est prodigieuse comme conception d'un art de prétention emphatique qui cependant serait prêt à se perdre. Comme d'autres constituants par lesquels l'art devint ce qu'il est, son noyau temporel s'extériorise et fait exploser son concept. Les déclamations habituelles contre la mode qui identifie l'éphémère à l'inutile ne sont pas seulement jointes à l'image inversée d'une intériorité qui se compromet autant politiquement qu'esthétiquement comme incapacité à l'extériorisation et entêtement dans l'être ainsi individuel. En dépit de son aptitude à être manipulée commercialement, la mode pénètre profondément dans les œuvres. Elle ne se contente pas de les mettre en pièces. Des inventions comme celle que fit Picasso dans la peinture lumineuse ressemblent à des transpositions des expériences de la haute couture. Des robes en tissu uniquement tenues par des épingles, drapant le corps pour une seule soirée au lieu d'être taillées dans l'acception traditionnelle. La mode est l'une des figures par lesquelles le mouvement historique du sensorium affecte de part en part les œuvres d'art, même dans leurs éléments les plus ténus, le plus souvent cachés à elles-mêmes. Caractère éphémère, artefact et genèse. L'œuvre d'art est processus essentiellement dans le rapport du tout au parti. Ne pouvant se ramener ni à l'un ni à l'autre, ce rapport est lui-même un devenir. Ce qui véritablement peut s'appeler totalité dans l'œuvre n'est pas la structure intégrante de toutes ses parties, et même dans l'objectivation de l'œuvre, subsiste tout d'abord quelque chose qui se construit en vertu des tendances qui agissent en elle. Inversement, les parties ne sont pas des données, ce qu'en fait à tort et presque inévitablement l'analyse, mais plutôt des centres de force qui tendent à la totalité et sont naturellement par nécessité également préformés par celle-ci. Les remous de cette dialectique finissent par engloutir le concept de sens. Lorsque, selon le verdict de l'histoire, l'unité du processus et du résultat ne réussit plus, lorsque surtout les moments particuliers se refusent à se former, d'après la totalité aussi préélaborée soit-elle de manière latente, la divergence béante détruit le sens. Si l'œuvre d'art n'est pas en soi quelque chose de stable et de définitif, mais quelque chose en mouvement, sa temporalité immanente se communique alors aux parties et à la totalité en ce que leurs relations se déploient dans le temps et qu'ils sont capables de dénoncer cette relation. Si en vertu de leur caractère processuel, les œuvres d'art vivent dans l'histoire, elles peuvent se dissiper en elles. Le caractère inaliénable de ce qui est dessiné sur le papier, de ce qui dure sur la toile sous forme de couleur, dans la pierre comme forme, ne garantit pas l'inaliénabilité de l'œuvre d'art dans ce qui lui est essentiel, dans l'esprit, dans quelque chose qui se meut soi-même. Les œuvres d'art ne se transforment pas uniquement avec ce que la conscience réifiée considère comme l'attitude des hommes par rapport aux œuvres d'art susceptibles de se modifier suivant la situation historique. La modification est superficielle par rapport à celle qui se produit en soi dans les œuvres. L'élimination de leurs couches les unes après les autres, imprévisible à l'instant où ces œuvres apparaissent, la détermination de cette modification par leur loi formelle manifeste, qui en même temps se dissocie, le durcissement des œuvres devenues transparentes, leur vieillissement, leur extinction.
À la fin, leur déploiement se confond avec leur décomposition. Artefact et genèse. Le concept d'artefact que traduit le terme œuvre d'art ne rend pas totalement compte de ce qu'est une œuvre d'art. Celui qui sait qu'une œuvre d'art est quelque chose de fait ne sait nullement que c'est une œuvre d'art. L'accent survalorisé mis sur cette fabrication dût-il dénigrer l'art comme manœuvre humaine destinée à tromper ou dénoncer ce qu'on prétend en lui être médiocrement artificiel, son aspect affecté par opposition à l'illusion de l'art comme nature immédiate sympathise volontiers avec le pédantisme. Seuls furent tentés de définir l'art de manière aussi simple les systèmes philosophiques disponibles qui réservaient une place pour tous les phénomènes. Hegel a, il est vrai, défini le beau. Toutefois, il n'a pas défini l'art, sans doute parce qu'il le reconnaissait dans son unité avec la nature et dans sa différence avec elle. Dans l'art, la distinction entre la chose faite et sa genèse, le faire, est emphatique. Les œuvres d'art sont la chose faite qui fut plus que seulement faite. On conteste cela depuis que l'art s'éprouve comme éphémère, en confondant l'œuvre d'art avec sa genèse, comme si le devenir était la clé universelle du devenu. Les sciences de l'art sont surtout devenues étrangères à l'art, car les œuvres d'art suivent leurs lois formelles en épuisant leur genèse. L'expérience spécifiquement esthétique, le fait de se perdre dans les œuvres d'art ne se soucie pas de leur genèse. La connaissance de celle-ci est aussi inutile que l'histoire de la dédicace de l'héroïque par rapport à ce qui s'y passe du point de vue de la musique. La position des œuvres d'art authentiques par rapport à l'objectivité extra-esthétique ne doit guère être recherchée dans le fait que celle-ci influe sur le mécanisme de la production. L'œuvre d'art étant elle-même un comportement qui, même lorsqu'elle s'en détourne, réagit à cette objectivité. Qu'on se souvienne du vrai Rossignol et de son imitation dans la critique du jugement du thème célèbre du conte d'Andersen, si souvent mis en musique. L'idée de Kant substitue ici la connaissance de l'origine du phénomène à l'expérience de ce qu'est le phénomène. Si l'on pose que le garçon qui imite était en fait capable d'imiter si bien le rossignol qu'aucune différence n'était perceptible, on condamne à l'indifférence le recours à l'authenticité ou à la non-authenticité du phénomène, bien qu'il faille concéder à Kant qu'un tel savoir farde l'expérience esthétique. Un tableau est vu différemment lorsqu'on connaît le nom du peintre. Aucun art n'existe sans présupposés, et il est d'autant moins possible de lui retirer ses présuppositions que lui-même en est nécessairement la conséquence. Heureusement inspiré, Andersen a pris un jouet au lieu de l'artisan de Kant. L'opéra de Stravinsky caractérise ce qui retentit comme une musiquette. La différence entre le chant naturel devient audible dans le phénomène. Dès que l'artefact tente d'éveiller l'illusion du naturel, il échoue. L'œuvre d'art comme monade et analyse immanente. L'œuvre d'art est le résultat du processus autant que ce processus lui-même à l'arrêt. Elle est, comme le proclamait la métaphysique rationaliste, à son apogée comme principe de l'univers, une monade, à la fois centre de force et chose. Les œuvres d'art sont closes les unes par rapport aux autres. Elles sont aveugles et représentent cependant dans leur hermétisme ce qui se trouve à l'extérieur. C'est ainsi du moins qu'elle se présente à la tradition comme cet élément vivant en autarcie que Goethe, par un synonyme de monade, aimait appeler antéléchie. Il est possible que plus le concept de fin devient problématique dans la nature organique, plus sa cristallisation dans l'œuvre d'art est intensive. En tant que moment d'un contexte spirituel prédominant et imbriqué dans l'histoire et la société, les œuvres d'art dépassent leur élément monadique, sans posséder de fenêtre. L'interprétation de l'œuvre d'art comme interprétation d'un processus immanent, cristallisé et figé en soi, approche le concept de monade. La thèse du caractère monadologique des œuvres est aussi vraie que problématique. Elles ont emprunté leur rigueur et leur structuration interne à la domination de l'esprit sur la réalité. Ce qui en fait une cohérence immanente leur est dans cette mesure transcendant et leur vient de l'extérieur. Mais ces catégories en sont tellement modifiées que seul subsiste l'ombre d'un caractère obligatoire. L'esthétique suppose absolument l'immersion dans l'œuvre particulière. On ne peut contester même le progrès de l'esthétique académique dans l'exigence d'une analyse immanente, dans le renoncement à une attitude qui se préoccupait de tout ce qui concerne l'art sauf de lui-même. Néanmoins, l'analyse immanente s'accompagne d'une auto-illusion. Il n'y a aucune détermination du caractère
caractère particulier d'une œuvre d'art qui, d'après sa forme et en tant qu'universelle, ne sortirait de la monade. Les prétentions du concept et qui de l'extérieur doivent être transposées dans celle-là pour l'ouvrir de l'intérieur et à nouveau la faire éclater, de sorte que le concept ne soit créé qu'à partir de la chose même, serait illusoire. La constitution monadologique des œuvres d'art en soi va au-delà d'elle-même. Si l'on en fait un absolu, l'analyse immanente devient la proie de l'idéologie contre laquelle elle luttait lorsqu'elle voulait s'immiscer dans les œuvres au lieu d'en tirer une vision du monde. Aujourd'hui, on se rend déjà compte que l'analyse immanente, jadis arme de l'expérience artistique contre le pédantisme, est utilisée à mauvais escient comme slogan pour maintenir la réflexion sociale éloignée de l'art absolutisé. Mais sans celle-ci, il est impossible de comprendre l'œuvre d'art en rapport à ce à quoi elle cède elle-même un de ses aspects et de la déchiffrer selon son contenu. La cécité de l'œuvre d'art n'est pas seulement un correctif apporté à l'universel qui domine la nature, mais son corollaire, de même que de tout temps l'aveugle et le vide appartiennent abstraitement l'un à l'autre. Aucun élément particulier n'est légitime dans l'œuvre d'art qui, par sa particularisation, ne devienne également universel. Certes, le contenu esthétique n'est soumis à aucune discipline, mais sans moyens subsumants, aucun contenu esthétique n'est concevable. L'esthétique devrait capituler devant l'œuvre d'art comme devant un fait brut. Ce n'est cependant que par son hermétisme monadologique que l'élément défini esthétiquement peut se rapporter au moment de son universalité. Avec une régularité qui dénote quelque chose de structurel, les analyses immanentes conduisent, si leur contact avec le structuré est suffisamment étroit, à des définitions universelles à l'extrême de la spécification. Cela est certainement conditionné aussi par la méthode analytique. Expliquer signifie réduire à quelque chose de déjà connu, et la synthèse de cet élément connu avec celui qu'il faut expliquer suppose inévitablement quelque chose d'universel. Mais ce renversement du particulier en universel n'est pas moins déterminé par la chose. Lorsque celle-ci se cristallise en soi à l'extrême, elle réalise des contraintes qui ont leur origine dans le genre. L'œuvre musicale d'Anton Webern, dans laquelle des mouvements de sonate se réduisent à des aphorismes, en est l'exemple même. L'esthétique n'a pas comme prise, sous le charme de son objet, à escamoter les concepts. Il faut libérer ceux-ci de leur extériorité par rapport à la chose et les transposer en elle. Si toutefois on peut l'admettre, le fait pour égal d'avoir forgé le mouvement du concept à sa place dans l'esthétique. L'action réciproque de l'universel et du particulier qui se produit sans conscience dans les œuvres d'art et que l'esthétique a pour fonction d'élever à la conscience est la véritable nécessité d'une conception dialectique de l'art. On pourrait objecter qu'un reste de confiance dogmatique continuerait alors de se manifester. En dehors du système hegelien, le mouvement du concept n'aurait son droit d'existence dans aucune sphère. La chose ne pourrait être connue comme vie du concept que lorsque la totalité de l'élément objectif coïnciderait avec l'esprit. On peut répliquer que les monades, que sont les œuvres d'art, conduisent à l'universel par leur principe de la particularisation. Les définitions universelles de l'art ne sont pas seulement l'indigence de sa réflexion conceptuelle. Elles témoignent de la limite du principe d'individuation qu'il est tout aussi impossible d'ontologiser que son contraire. Les œuvres d'art se rapprochent d'autant plus de cette limite qu'elles pourchassent sans compromis le principium individuationis. À l'œuvre d'art qui apparaît comme quelque chose d'universel, s'attache de manière indélébile le caractère contingent de l'exemple d'un genre. Elle est tristement individuelle. Même Dada, comme les gestes qui renvoient à un pur ceci, était aussi universel que le pronom démonstratif. Le fait que l'expressionnisme fût plus puissant comme idée que dans ses productions devrait provenir de ce que son utopie de pur, ceci est encore une parcelle de fausse conscience. Cependant, l'universel devient substantiel dans les œuvres d'art uniquement en se modifiant. Chez Webern, la forme musicale et universelle de l'exécution devient ainsi un nœud et perd sa fonction de développement. À sa place apparaît la suite des parties au degré d'intensité différent. Les parties nodulaires deviennent ainsi quelque chose d'autre, de plus présent et de moins relationnel que ne le furent jamais les exécutions. La dialectique de l'universel et du particulier ne tombe pas seulement dans les puits de l'universel au lieu du particulier, elle brise également l'invariance des catégories universelles. L'art et les œuvres d'art démontrent qu'un concept universel d'art ne suffit guère à rendre compte des œuvres d'art,
car rares sont celles qui, comme dit Valéry, réalisent leur concept strict. La faute n'en incombe pas seulement à la faiblesse de l'artiste vis-à-vis du grand concept de la chose, mais plutôt à ce concept lui-même. Plus les œuvres d'art aspirent de manière pure à l'idée manifeste d'art, plus le rapport des œuvres à leur autre est précaire, rapport qui lui-même est exigé dans le concept d'œuvre. Mais ce rapport ne peut être conservé qu'au prix d'une conscience précritique et d'une naïveté désespérée. C'est l'une des apories de l'art à l'heure actuelle. Il est évident que les œuvres les plus grandes ne sont pas les plus pures, mais qu'elles renferment habituellement un excédent extra-artistique et surtout un élément matériel intact qui pèse sur leur composition immanente. Il est non moins évident, après que la complète formation des œuvres d'art se soit constituée sans soutien, comme norme de l'art à partir d'un élément non réfléchi et en dehors de lui, que cette impureté ne peut volontairement être réintégrée. La crise de l'œuvre d'art pure, après les catastrophes européennes, n'a pas à être résolue par un passage à la matérialité extra-esthétique qui proclame bien fort, avec un pathos moraliste, qu'on en prend à son aise. La ligne de moindre résistance vaut en dernier lieu comme norme. L'antinomie du pur et de l'impur dans l'art s'inscrit dans un ensemble plus général, selon lequel l'art ne serait pas le concept suprême englobant les genres particuliers. Ceux-ci diffèrent autant de manière spécifique qu'ils interfèrent.